À travers cette séance, ce que nous voulons faire, c'est plaider pour une politique intégrée de ces questions. La question du logiciel libre, la question des communs, etc., ne sont pas des questions sectorielles. Ce sont des questions méta-économiques, méta-politiques. Il faut les poser à ce niveau-là. Ce sont des programmes politiques. Il faut, j'y reviens, interpeller Europe Écologie, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, toutes les structures politiques pour les obliger à prendre des positions claires. Et l'UMP, bien entendu. Et ce qu'il reste d'autres qui ont cru pouvoir devenir grands. Et à cet égard, enfin, c'est ça que nous essayons de faire ici. Et en particulier dans cette séance-là. Bon. C'est tout un aspect dont il faudra qu'on reparle, c'est les politiques industrielles en tant que telles. Qu'est-ce que c'est que la conception du design et de l'ergonomie en logiciel libre? Qu'est-ce que c'est que la conception d'une politique d'incitation au développement et à l'innovation dans le domaine du logiciel libre? On ne l'a pas vraiment fait aujourd'hui finalement, on avait l'intention de le faire, mais on ne l'a pas fait, on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'il disait Alain. J'ai plein d'autres remarques, mais peut-être que, à moins que quelqu'un là sur la... C'est un tout petit mot pratique. C'est un mot pratique qui n'a pas de rapport direct avec ce qui vient d'être dit, mais avant qu'on se disperse et pendant la discussion, nous allons monter à l'intérieur d'Ars Industrialis un groupe sur les techniques de soie qui nous permettra de préparer la séance de juin et qui continuera après. Donc si vous êtes intéressé par la participation à cette activité, suivez le site, vous allez avoir des nouvelles dans les jours qui viennent. Merci. Bon. La parole est à qui la demande. Quelqu'un ici qui demande le micro. Vous avez bien expliqué que la division du travail et la séparation en petites tâches, c'était quelque part pas génial. C'était la prolétarisation. Or, dans le logiciel libre, j'aimerais que les acteurs du logiciel libre nous répondent, il y a aussi cette façon de travailler-là qui rend la coopération, enfin c'est même souvent ce qui permet la coopération, ce découpage en petites tâches. Donc est-ce là aussi, dans ces modèles de logiciel libre, une prolétarisation, ou est-ce que c'est différent, ou est-ce qu'il y a autre chose qui va avec en plus en même temps? C'est une question très valide, mais enfin, je suppose qu'elle s'adresse à moi, parce que c'est moi qui parlais de ça. Il y a deux volets à la réponse. Il y en a un premier qui était déjà dans ce que j'ai dit, qui est que la division du travail ne peut pas être considérée seulement comme un mauvais objet, au sens où c'est elle qui a permis que certaines tâches soient entièrement déplacées dans le champ de la technique et que se reconfigurent les activités humaines autour. Donc la division du travail de Decroly et celle de l'informatique, c'est pas du tout la même, quoi. Il n'y a pas les petits bonhommes qui courent à remplir des tables. Malheureusement, ça s'est passé dans un contexte où, à la place des petits bonhommes qui font les tables, il y a des gens qui sont là à surveiller des machines, à vérifier qu'elles marchent, ou à rentrer des inputs humains dans des machines au moment où les machines les demandent. Et donc, on a malheureusement l'exclusion du champ du travail d'un certain nombre de tâches a produit une reconfiguration des positions de travail humain et d'activités qui elles-mêmes installent une autre prolétarisation. Je ne sais pas si c'est clair, mais donc la division du travail, et ça c'est, je crois, quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de phénomènes, a été quelque chose d'extrêmement fécond. On peut pas simplement dire non, c'était mauvais parce que ça produit la prolétarisation. Alors, ensuite, sur le cas précis de la multiplicité des activités et de leur spécialisation dans le champ des communs en général, alors là, je crois qu'il y avait une différence de nature très profonde entre l'assignement forcé
à des tâches parcellarisées qui existent dans le monde de la manufacture telle que, et du maître manufacturier, et l'affectation qui est négociée en permanence entre des individus et des groupes du temps humain à des variétés de tâches. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde peut se décrire grand programmeur de logiciels libres, se décréter comme ça. Si vous voulez contribuer à un projet de logiciel libre, ben vous commencez par dire c'est ce que ça vous intéresse que je fasse ça, et puis mais on ne va pas prendre tout de suite votre code, on va le regarder, il y a des processus, des examens, c'est un monde c'est le règne de la critique qu'appelait Alain Giffard de ses voeux. C'est le monde des logiciels libres est un monde où tout le monde se dispute tout le temps sur la meilleure manière de faire quelque chose, et c'est justement cette dispute qui est productrice d'une déprolétarisation, bon, à condition bien sûr d'avoir les capacités aussi sociales de la conduire sans la transformer en guérilla. Enfin, donc, ça c'est un des aspects qui est différent, c'est que les individus affectent leur temps à différentes tâches et dans différents domaines. Certaines de ces tâches sont des tâches, disons, de producteurs significatifs, et dans d'autres domaines, des tâches de producteurs de petites interventions mineures. Et c'est pour ça qu'il y a une différence fondamentale entre le modèle des communs et le modèle du crowdsourcing. Le modèle du crowdsourcing étant quelqu'un qui a besoin de travail et puis qui va distribuer ce travail à des tas de gens parce qu'il peut se faire en tout petits morceaux, et alors ils accepteront peut-être de le faire gratuitement pendant leur temps de loisir un petit peu. Le modèle, par exemple, un exemple du modèle du crowdsourcing, c'est quand lorsque vous devez, pour montrer que vous n'êtes pas un moteur de spam, vous inscrire, quand vous inscrivez, vous rentrez des données sur un site, vous décryptez des caractères qui sont un peu brouillés, puis vous rentrez ça dans un champ. Et ben, il y a des gens qui ont eu l'idée d'utiliser ça pour faire du travail à des gens. Hein. Mais c'est un travail que ni ils ne définissent, ni à la finalité desquels ils adhèrent. On est dans un modèle vraiment d'exploitation du fait que les choses peuvent se faire par toutes petites unités. Dans le monde du libre, si vous regardez par exemple un contributeur à Wikipédia, vous savez qu'il y a énormément de contributeurs à Wikipédia qui ne font que corriger des petits détails, mais en réalité, si on regarde, il y a une grande enquête qui vient d'être faite par Richard Gauch sur les contributions à Wikipédia. On savait qu'un article donné n'a que très peu de contributeurs, mais tout le monde n'est pas capable de contribuer beaucoup d'articles. Donc en fait, c'est les mêmes gens qui font de temps en temps un petit truc dans un domaine et de temps en temps un gros dans un autre. Et puis, ces tâches sont quand même liées à un milieu. C'est-à-dire, bon, j'ai une société qui produit des logiciels libres et qui utilise... nous avons choisi une éthique de la séparation entre marché et non-marché. C'est-à-dire, pour nous, il y a des gens qui sont des salariés ou des fournisseurs qu'on paye selon les lois de l'économie et les lois de l'aide du social, et puis il y a des gens qui sont des contributeurs et qu'on paye avec des remerciements. Bon, c'est pas un point de vue totalement dominant, il y a une pression très forte à plutôt mélanger à petite dose, vouloir rémunérer les articles. Par exemple, sur les médias collaboratifs, on a une forte pression à rémunérer les contributeurs d'articles qui ont été jugés de qualité par les auteurs, des choses. Là, c'est vraiment assez difficile de comprendre quelle est la bonne façon d'articuler petites contributions et grandes contributions, mais l'essentiel, c'est qu'au niveau social, ça constitue un continuum. On passe de l'un à l'autre. Sur cette question, Philippe Aigret a justement parlé dans l'article du continuum. Ça mériterait qu'on en discute, parce que la prolétarisation, ça repose sur la discontinuité. C'est pour ça qu'on parle de milieu dissocié. Et une discontinuité qui est posée en principe absolument intransmissible.
C'est la fondation même du modèle économique qui permet de faire des économies d'échelle, etc., de progression à pleine échelle de valeur, etc. Le modèle contributif, c'est exactement le contraire. Il est dans une graduation et effectivement dans un continuum. Alors, la question que vous avez posée sur la prolétarisation par rapport à la division du travail, on pourrait la poser exactement de la même manière sur prolétarisation et extériorisation technique. On pourrait dire, alors, dès qu'il y a extériorisation technique, y a-t-il prolétarisation? Nous, notre réponse est absolument non. L'extériorisation technique, c'est la condition du savoir. Pour construire du savoir, il faut l'extérioriser techniquement. C'est la condition même. Mais cette condition du savoir, c'est aussi la condition de cette prolétarisation-là. Ça peut traduire de la prolétarisation. Le problème, c'est pas la division du travail, c'est une certaine façon. Le travail est toujours divisé. Enfin, toujours. Je vais peut-être un petit peu loin. Mais en tout cas, la division sociale du travail, c'est un processus extraordinairement ancien, beaucoup plus ancien que la division industrielle du travail. Ce que nous pensons, nous, c'est que la division industrielle du travail a reposé pendant très longtemps sur la prolétarisation, et qu'aujourd'hui, il y a un modèle de division industrielle du travail qui peut se développer comme industriel sur un autre modèle que la prolétarisation. Ça ne veut pas dire sans division du travail. Le problème, c'est, est-ce que la division du travail, qu'est-ce que c'est qu'une division industrielle du travail qui prolétarise? C'est une division industrielle du travail qui coupe celui qui est divisé de la tâche avec laquelle il collabore. Et qui n'a pas de niveau au-dessus d'intelligence commune du processus. Diviser le travail, vous savez que dans les grandes entreprises aujourd'hui de très haute technologie, vous avez des ingénieurs de très très haut niveau qui sont soumis à cette division industrielle et prolétarisante du travail. Ils travaillent sur les problèmes, ils ne savent absolument pas sur quoi ils travaillent. Et c'est une méthode de management de ne pas leur faire savoir sur quoi ils travaillent. Et ça, c'est le cœur même de la prolétarisation. Voilà, donc, c'est pas parce qu'il y a extériorisation qu'il y a prolétarisation, c'est pas parce qu'il y a division du travail qu'il y a prolétarisation. Le problème, c'est quelle est la relation entre les instances qui sont extériorisées et divisées. Si cette relation produit de l'individuation collective, alors il y a relativement moins de prolétarisation que de co-individuation. Il peut y avoir une prolétarisation relative, cela veut dire. Tout ça est complexe, c'est pas tout blanc ou tout noir. J'aurais voulu apporter quelque chose en complément aussi. C'est, quel que soit le projet logiciel libre, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette potentialité d'aller mettre le nez ailleurs. C'est qu'on va pouvoir dire la règle, c'est chacun a son petit module, son petit bloc de 500 lignes, et chacun chez soi et ses vaches seront bien gardées. Mais potentiellement, n'importe qui peut dire, ben non, moi je vais en faire 3, et moi je vais m'occuper de ça aussi. Et donc, il y a toujours cette potentialité de sortir du cadre, de sortir de la boîte, ce qui déclenche ces fameuses Troll Wars, Flame Wars dont on parlait à l'instant, dont parlait Philippe à l'instant. Et je rapproche ça de la potentialité qu'il y a à pouvoir modifier son logiciel pour l'adapter à ses besoins lorsque c'est un logiciel libre. Quand on va en parler, les gens, au grand public, on va dire le logiciel libre c'est génial, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut le copier, tout le monde peut l'étudier, tout le monde peut le modifier pour l'adapter à ses besoins et redistribuer les modifications. Et là, les gens ils ont un peu décroché, ils se disent oui voilà, très bien, étudier, modifier, tout ça, moi je m'en fous, je ne suis pas informaticien, je suis pas programmeur, donc ça ne me concerne pas. Mais le fait qu'il y ait cette potentialité, c'est quelque chose d'énorme. On ne s'en aperçoit pas au premier abord, mais en réalité ça va permettre à quelqu'un qui n'en a rien à foutre, passer l'expression 10 ans après, peut-être de se dire « Ah ben tiens, ça serait bien si c'était rouge au lieu de vert, là, et ben je vais apprendre à le faire, je vais le faire. » Ça permet de savoir que l'on peut faire appel à quelqu'un pour le faire à sa place. Ça ouvre un champ des possibles en termes de modèle d'organisation sociale et économique qui est gigantesque. Et ça me porte sur l'autre point que je voulais faire, c'est cette multitude des modèles d'organisation du logiciel libre. Il n'y a pas un modèle du logiciel libre, comme il n'y a pas une communauté du logiciel libre. C'est une multitude. On est sans doute encore qu'au balbutiement de l'exploration de cette multiplicité, de trucs hyper pyramidaux, hyper structurés, initiés par une boîte qui un jour a lâché 500 000 lignes de code en disant voilà, débrouillez-vous avec, c'est un logiciel libre. Pour une application métier particulièrement chiante et qui concerne très peu de gens, à des tout petits bouts de trucs codés un peu n'importe comment par une bande d'enthousiastes parce qu'il fallait que ça marche vite et ensuite on en fait quelque chose. Il y a voilà, une palette des possibles qui est absolument insondable, qui est fantastiquement insondable, et peut-être qu'un paramètre commun à tout ça, ça a été mon concept de l'année 2009,
le concept de do-cracy, comme to do, faire, ceux qui font décident. Et c'est une règle d'organisation sociale qui est commune à énormément de projets de logiciels libres, qui est commune un petit peu aussi à des projets comme Wikipédia, comme la Quadrature du Net. C'est ceux qui font décident. Il y a toujours la potentialité pour tous les autres de râler, d'expliquer comment on pourrait faire mieux, de faire mieux, mais ceux qui font décident, et globalement ça marche bien comme ça. Bonjour. Alors je suis un petit peu déçu parce que je trouvais qu'on a finalement entendu parler beaucoup de logiciels libres, beaucoup de choses autour, mais finalement c'est plus du logiciel libre. Il y a plein d'aspects qui me semblent originaux et intéressants. Et pour reprendre ce que disait Jérémy, il y a un des points qui me semble très important, qui est l'articulation entre la pratique et l'idéal. Et il me semble que c'est quelque chose d'assez unique. C'est qu'on va voir dans le champ politique des tas de gens qui vont avoir des idéaux et qui vont se référer à une sorte de paradis qui va être, je sais pas moi, chez le trotskiste par exemple, une révolution à venir, et que tant qu'on n'aura pas cette révolution, rien ne sera possible, ce genre de choses. Et dans le logiciel libre, on a un dialogue continu entre un idéal et une pratique, et on peut avancer son idéal si à la fin les logiciels ne fonctionnent pas, on rentre chez soi. Le logiciel libre comme une sorte d'utopie concrète, une utopie qui marche. Je suis assez d'accord avec ça, mais là encore, cette grande multiplicité des possibles et des caractéristiques des différents projets de logiciels libres, ce qui fait, à mon avis, sa force absolue, et ce qui fait aussi que, Luc, tu ne t'es pas présenté comme étant administrateur de l'April. Je suis aussi administrateur de l'April, donc Association de promotion et défense du logiciel libre, dont Tanguy, nouveau président, est ici présent. Beaucoup d'Apriliens dans la salle, d'ailleurs, on noyote ce genre de réunion fréquemment. À l'April, on 5000 membres, tout ça, on a l'habitude quand on remporte des victoires politiques, et d'ailleurs que ce soit l'April ou la FFI ou la Quadrature du Net, quand on remporte des victoires politiques, c'est systématiquement au contact de quasiment tous les partis. On va faire notre argumentaire taillé pour des UMP, taillé pour des MoDem, taillé pour des socialistes, taillé pour Europe Écologie, avec toujours au cœur les mêmes valeurs éthiques qui nous animent. Mais si j'ose dire, l'enrobage politique peut s'adapter à l'auditoire. On peut parler du logiciel libre que selon l'angle économique quand on va discuter avec un député UMP, et que sous l'angle social quand on va parler avec un député apparenté communiste. Et pourtant, on parle bien de la même chose. Donc, je pense que le reflet de ça, c'est qu'au sein des communautés du logiciel libre, il va y avoir des idéaux utopistes engagés politiquement qui vont comprendre l'intérêt, le projet social et le projet politique du logiciel libre et le porter par leur action en tant que codeur. Et on en connaît beaucoup à l'April et au CA. Et d'autres qui en ont juste rien à foutre. D'autres qui codent parce que c'est fun, comme Linus Torvalds, d'ailleurs l'auteur principal du noyau Linux. Pourquoi vous faites ça? Il répond parce que c'est fun. Donc il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, d'une perspective purement business, vont le faire parce que ça coûte moins cher, parce qu'il y a des gens qui vont contribuer, parce que en termes de concurrence, on ne risque pas de se faire avaler par un plus gros poisson, etc., etc. Donc il y a aussi là cette multiplicité des motivations qui fait la richesse des logiciels. Mais je pense que ce que disait Alain Giffard tout à l'heure, c'était en partie une réponse à cette question. Et par ailleurs, ça pose votre question, et ce que disait Alain, le problème de ce qu'on appelait naguère la praxis. Et je pense qu'il y aurait, en y intégrant tout ce que disait Jérémy sur la multiplicité des modèles, etc., interroger, en n'oubliant pas l'héritage de cette tradition philosophique qu'était le marxisme, qui développait ce concept qui est un concept de Marx, de la praxis. Il aurait interrogé la praxis du logiciel libre et au-delà. Mais ça faisait partie, je pense, de l'intervention. Oui, bonjour, question pour Jérémy, là-haut. Vous avez parlé donc de l'ébranlement de l'industrie musicale,
du fait que la numérisation a permis une révolution en termes de production et de distribution de contenu. Quel est votre sentiment, quelle est la position de la Quadrature par rapport au fait que Google aujourd'hui commence à numériser un certain nombre de livres, donc un certain nombre de bibliothèques nationales. Comment vous voyez les choses pour l'industrie de l'édition notamment? Et une deuxième question, est-ce que vous pourriez juste expliciter le terme de licence Creative Commons qui à mon avis n'est pas clair pour tout le monde? Alors sur la première question, peut-être que Philippe aura un complément, parce que voilà, une réponse rapide, ça va être on n'a pas de position officielle là-dessus, on ne s'est pas saisi du dossier. Titre personnel, je pense que c'est un sujet certes très important, mais qui ne concerne pas directement nos libertés fondamentales, comme les autres qu'on a sur les bras en ce moment. J'aurais vu d'un très bon œil la numérisation du patrimoine littéraire de l'humanité s'il n'y avait pas eu un acteur économique comme Garde Barrière. Donc ça, c'est évidemment l'aspect qui me gêne. Du point de vue pratique du geek enthousiaste, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le jour où ils mettront ça en ligne, quelle que soit la forme qu'ils utiliseront, on va récupérer les données. On va les récupérer, on va faire un miroir, il y aura Google Books d'un côté, et il y aura Wikibooks de l'autre. Et ils seront bien malins d'attaquer pour entrave, fraction, propriété intellectuelle, tout ça. À mon avis, ça va se faire plus ou moins comme ça. Peut-être le complément, je dirais, lorsque notre président omniprésent a décidé que c'était également un sujet sur lequel il ne pouvait pas être absent, il a dit à propos de Google Books et pour borner les interventions du président de la BNF et de son propre ministre, nous ne laisserons pas déposséder de notre patrimoine numérique. Et alors, c'était pour moi une phrase très interrogeante, essentiellement parce que je me suis demandé qui étaient nous là-dedans. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible que Nicolas Sarkozy soit au courant de la profonde inquiétude qu'a généré chez nous le fait que Google ait passé une licence d'exploitation commerciale exclusive à Sony pour exploiter les livres du domaine public sur une plateforme propriétaire actuelle. Donc, qui est quelque chose qui avait suscité chez les acteurs de l'accès aux connaissances une vraie révolte, à tout sens où à travers les contrats d'exclusivité et d'exploitation commerciale passés par Google avec les bibliothèques qui avaient fourni les livres qui ont été numérisés, ça permettait ensuite à Google de passer un contrat d'exploitation commerciale avec une plateforme particulière et qui se retrouverait évidemment dans une situation d'accès. Donc, malheureusement, je ne crois pas que c'était contre en quelque sorte le risque de repropriétarisation du patrimoine bien réel par l'acteur qui seul acceptait de faire les investissements nécessaires, qui sont pourtant très largement à la portée de la puissance publique. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est nous autres, les chefs des institutions patrimoniales qui détiennent ces livres, nous ne laisserons pas déposséder de la possibilité de faire nous-mêmes l'exploitation commerciale propriétaire de ce patrimoine numérique. Et donc je crois que entre ces deux interprétations, il y a toute la difficulté du débat là-dessus. Comment peut-on à la fois ne pas tomber dans ne pas abonder la puissance d'un acteur, puissance qui est constituée sur d'autres champs que la numérisation, d'une façon qui est évidemment dangereuse, mais en même temps ne pas le laisser être en fait aujourd'hui un bien meilleur acteur de l'accès aux connaissances que ceux qui prétendent lutter contre lui. Un des livres qui est la traduction en français de l'ouvrage de Babbage
elle est aujourd'hui accessible sur Google Books à partir d'un ouvrage où sur la première page, il y a le tampon New York Public Library. Et Bernard ou Alain doivent se souvenir, on a rencontré M. Leclerc, qui était à l'époque le président de la New York Public Library, et il nous disait, ma salle de lecture, c'est le salon de la démocratie américaine. Le jour où les dirigeants de la Bibliothèque de France penseront ça de leur propre bibliothèque, alors peut-être ils seront capables de faire des vrais programmes de numérisation qui donnent accès aux livres. Et je suis très inquiet, moi, des 750... on a prévu un investissement dans la numérisation très très important de 750 millions d'euros, donc vraiment une toute nouvelle échelle dans la numérisation, mais pour cela, pour le gérer, on constitue un partenariat public-privé entre les éditeurs, au lieu de se concentrer sur le domaine public et de faire sur le domaine public les livres orphelins et les livres non édités, de prendre une position courageuse sur le fait, on crée un fonds de compensation pour les livres orphelins si un jour un ayant droit se présente, et pour les livres édités, on envoie une notice, on fait une loi qui dit vous avez une notice 6 mois pour le rééditer, sinon on le considérera comme orphelin, au lieu de faire ce qui est du simple bon sens de l'accès aux connaissances. Je vous rappelle qu'à 90% des livres sous droit d'auteur qui ne sont accessibles à personne, sauf à se déplacer dans une bibliothèque. Donc il ne s'agit pas de petits problèmes mineurs à la marge. Voilà. Donc si les bibliothèques... enfin, je reviens peut-être d'ailleurs à la question de la éventuelle naïveté à l'égard d'acteurs comme Google du logiciel libre. Elle est... le rapport que les acteurs du logiciel libre entretiennent à Google est un rapport profondément contradictoire. Fait sur certains sujets, nous les défendrons par rapport à des attaques juridiques, sur d'autres, nous serons leurs critiques les plus féroces. Je pense aux questions de protection et d'exploitation des données personnelles. Alain Giffard a organisé à Aix-en-Provence au mois de septembre-octobre une séance avec l'Agence régionale du livre, alors, où il a été question de ces choses-là. Moi, je dois vous dire que de plus en plus souvent, j'accède à de la littérature non éditée exactement, ce que vient de dire Philippe Aigrin, grâce à Google, et que j'ai fait une intervention dans ce contexte, organisé par Alain, en posant que, évidemment, il ne faut pas être niais vis-à-vis de Google, et il faut mener un certain nombre de luttes, même si je comprends, moi, la décision qui a été prise par Patrick Bazin, le tête de Lyon, parce que c'est là que ça a commencé. Patrick Bazin, qui faisait partie du groupe qu'Alain Giffard avait organisé à la Bibliothèque nationale de France, de finalement contractualiser avec Google. Parce qu'il y a quelque chose, ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans que nous, ici, nous battons, et nous sommes vraiment beaucoup battus, pour que l'État ait une politique de numérisation, et que nous sommes face à une incurie absolument scandaleuse. Absolument scandaleuse, car il n'y a aucun obstacle économique, technologique, etc., à mettre en œuvre cette politique sérieusement. Évidemment, moi, quand je vois Google s'emparer de tout ça, je suis accablé, parce que tout ce que vient de dire Philippe est évident, et que c'est de toute façon une démarche de propriétarisation du patrimoine public qui est derrière tout ça. Mais en même temps, je m'en réjouis, parce que ça permet le développement de la lecture en ligne et un certain type de lecture que personnellement je pratique. Et je dis deux choses que j'ai dites à Aix-en-Provence. Premièrement, de toute façon, Google a inventé le moteur Le Noir des moteurs de recherche, et on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que ça lui donne un avantage concurrentiel industriel irréductible, et qu'il faut l'intégrer une bonne fois pour toutes. Et que donc, si on veut
avoir une politique par rapport à Google, et d'autonomisation par rapport à Google, il faut d'abord avoir compris ça, parce qu'on n'a pas compris ça, on est foutu. Hein, bon. Et deuxièmement, c'est quelle est la nouvelle étape de développement industriel qu'on vise. Et c'est ça une politique de numérisation. Aujourd'hui, le problème, c'est l'annotation des textes, c'est le partage de ces annotations, c'est toute l'organisation de l'intelligence collective. Et là, il y a énormément à faire. Nous avons développé ensemble, nous trois, mais avec une quinzaine d'autres, véritablement une recherche assez approfondie sur ce sujet, avec des propositions très précises, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul intervenant public qui dit un mot de ça, ni à la BNF. Alors si, Patrick Bazin l'a dit justement, il l'a rappelé sur France Culture, parce qu'on lui a demandé des comptes sur pourquoi il avait contractualisé avec Google, et justement il a répondu des choses comme ça. Donc il ne faut pas du tout être naïf avec Google, mais il faut aussi comprendre que de toute manière, si nous voulons ne pas être naïf avec Google, c'est qu'il faut que nous soyons capables de faire des projections sur l'étape de développement et d'innovation technologique suivante, sachant qu'à l'époque où nous y travaillions pour la BNF, nous réfléchissions sur des aspects de moteur de recherche, c'est-à-dire que nous réfléchissions sur précisément ce que Google a exploité ensuite. Et qu'il n'y a pas un seul industriel européen ou français, pas un seul homme politique qui a été capable de comprendre l'enjeu de la chose. Et donc là, bon, ça c'est un sujet sur lequel on consacrera, je pense, une séance prochainement. Avant de passer la parole à Alain Pirot, Google, c'est l'illustration parfaite de la nécessité d'approche pharmacologique. C'est l'exemple typique. Bon. Là, je donne une présentation critique. Il me semble que, pour reboucler avec le thème de notre séance, c'est-à-dire la prolétarisation, il me semble que dans tous les projets qui se développent, que ce soit Google, que ce soit le projet absolument lamentable de ce qu'on a appelé la bibliothèque numérique européenne, qui était tout sauf une bibliothèque numérique, qui était tout sauf une bibliothèque européenne, ou dans les actuels projets, il se trouve que je les connais parce que Bernard n'arrête pas de faire remarquer depuis le début de la séance qu'il y a 20 ans on s'occupait de ça. J'ai l'impression d'être des vieux jetons, mais c'est comme ça qu'on est considérés, comme des vieux jetons. Alors, on nous demande notre avis maintenant. Il n'y a, dans tous ces projets, il n'y a pas de bibliothèque. La bibliothèque numérique, il ne faut pas parler de bibliothèque numérique. Ce sont des livres qui sont numérisés. Voilà. Le concept de bibliothèque, c'est totalement évanoui. Alors on peut dire que c'est bien. On a accès à ces livres qui sont numérisés. Il n'y a pas de bibliothèque. Personne n'a un projet de bibliothèque numérique aujourd'hui dans le monde. C'est du baratin, ça. Du baratin. Et donc les savoirs qui sont attachés à l'activité de bibliothécaire, mais aussi à l'activité de lecteur travaillant, s'appuyant sur le système intellectuel qui est le système de la bibliothèque, ces savoirs-là disparaissent. On est dans un système de prolétarisation. Ça ne veut pas dire que ça c'est l'approche pharmacologique, qu'en même temps il n'y a pas un intérêt à avoir ce que Google appelle l'accès direct à l'information. Mais on aura un accès direct à l'information qui ne sera plus constitué par ce savoir lié à la bibliothèque.